Je me présente rapidement, je suis Sophie Munoz. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis salariée de l'association ADN Ouest. Et donc, ADN Ouest, je crois peut-être qu'il y a un ou deux nouveaux là dans le public. Donc, ADN Ouest est une association qui agit pour le développement du numérique. Donc, voilà, super, merci beaucoup, Gaëlle. Donc, aujourd'hui, on est même, je crois, à quasiment 800 structures adhérentes, plus de 5000 membres. Et puis, c'est vrai qu'on est sur deux régions, les Pays de la Loire et Bretagne. Et on couvre 7 communautés thématiques. En tout cas, il y a 7 thématiques sujets. Et entre autres, aujourd'hui, la thématique qui va nous intéresser, c'est la communauté Data et IA qui ont préparé cet événement. Et puis, je vais laisser la parole à Gaëlle et puis tu vas pouvoir effectivement démarrer sur ton petit pitch. Merci à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, aujourd'hui, le sujet qui va nous occuper, c'est comment on peut inscrire la valorisation de la data dans la comptabilité et en particulier à l'actif du bilan d'une entreprise. Je vais vous faire part des différentes réflexions que ça m'a amené en fait. On commencera par une petite introduction. Il y aura les règles de valorisation d'une entité que je vais rappeler, l'idée que la data c'est un actif immatériel et puis après une petite conclusion sous forme d'ouverture. Du coup, ce que je vous aurais bien proposé, c'est de faire un rapide tour de table pour savoir qui vous êtes, ce que vous attendiez en fait de cette présentation, parce que ça peut m'aider à insister sur certains points ou pas du coup. Je laisse un premier ou une première démarrer, ça entraînera les suivants. Nicolas Ornenberg, directeur des FIDIC, on est une ESN expert data sur Angers. Et effectivement, pour l'instant, je n'ai pas de cas d'usage où j'ai pu valoriser en tant qu'actif financier les données de mes clients. Vas-y, Olivier. Bonjour, Olivier Lagrandeur. Je suis dirigeant d'une société de conseil et de formation sur la data et l'IA, avec une petite expertise auprès des experts comptables. Tu passes la patate à qui? Ouais, vas-y Pascal. Ah, ton micro est coupé. Pascal Pallard, je suis consultante et architecte d'entreprise et j'interviens également dans formation auprès de futurs experts comptables où je leur enseigne le management du système d'information. Donc le sujet de la data, c'est un sujet qui est au cœur de mes préoccupations et de celles de mes clients. À qui tu passes la main? Je passe la main à Dominique. Dominique Boulet, moi je suis CDO pour le groupe Tipco et j'ai une petite expérience sur la valorisation des actifs immatériels, mais pas directement sur la data, sur la partie actif décisionnelle. Donc c'est assez proche et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir le biais, l'angle de la data. Je ne vois pas les noms, donc je passe la main à JB. Oui, bonjour Jean-Marie. Je suis DSI au CIR France Maine-et-Loire. Donc voilà, je n'ai pas trop idée de quoi ça retourne, je vois à peu près, mais j'ai pas non plus de cas d'usage et ça m'intéresse quand même de voir un petit peu ce qu'on peut y mettre au bilan concernant la data. Voilà. Et Rodolphe. Rodolphe, donc moi je suis en charge du développement de l'offre chez James. James, c'est une ESN sur la data. Et je connais à peu près le sujet puisque j'ai participé à pas mal de préparation de ce sujet, de la valorisation. Je passe la parole à Thomas. Merci Rodolphe. Donc Thomas Bordeaux, moi je suis en transition, je devrais démarrer en novembre une mission de développement d'offres data pour une ESN, une nouvelle ESN donc, qui sera présente sur la région nantaise. Et je suis là à titre intellectuel, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous faites et voilà, pour mes clients. Et tu passes la main à qui, Thomas? Je passe la main à David. Salut David, donc Archivolt à Montaigu en Vendée. Donc, moi je fais la stratégie data et ce qu'on dit en général en gouvernance des données, c'est qu'il faut gérer sa donnée parce que c'est un actif de l'entreprise. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui se cache derrière, voilà, c'est pour ça que je suis très intéressé par vos travaux.
Et je crois qu'on a fini, non? Et je vais me Ah présenter, non, Jean-Baptiste Non, pardon. Blanchard. Je vais me présenter vite fait. Vous m'entendez? C'est bon? oui. Ok, alors Jean-Baptiste Blanchard, moi je suis data manager chez Decathlon sur tout le domaine in-store. Voilà. Et donc j'ai participé aux ateliers précédents qui ont mené à la présentation qui a été faite lors du salon de la data. Et je suis très très content de participer à cette deuxième session pour aller un peu plus loin et continuer cette réflexion qui est super intéressante. Pierre-Marie? Oui, bonjour Pierre-Marie, donc je suis directeur financier du groupe Copilote. C'est un groupe d'agences de communication et puis c'est plus à titre intellectuel enfin en tout cas je commence un peu à m'intéresser à tout ce qui est valorisation de la data et donc je commence un petit peu. Donc voilà ma venue. Ok. Et il reste JP Robin et Franck Chevalier, je crois. Ouais, Jean-Philippe, moi je suis indépendant dans le domaine de la data et architecture de la donnée. Donc je suis intéressé, ça fait plusieurs années que je travaille dans ce périmètre-là pour monter des architectures et des solutions de pilotage et de maintenance et de management de la data. Et tout ce qui va être calcul de ROI ou inscription justement en tant que bien immatériel, ça a toujours été une problématique d'échange avec les financiers et les comptables. Donc, c'est un levier aussi d'investissement fort, a priori. Enfin, on peut considérer comme un levier d'investissement fort. Si c'est bien pris en compte, ça peut aider à financer et à valoriser tout ce patrimoine. Voilà. Ok. Et Franck? Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai juste 5 minutes de retard, 10 minutes de retard. Écoutez, pour moi, c'est le premier café des MO. C'est de la curiosité d'une part. J'essaie de voir un petit peu ce qui se passe au sein des communautés ADN Ouest et pour autant, l'idée de la valorisation de la data, c'est un sujet. Alors, ça dépend ce qu'on y met, mais pour autant, je suis au sein de Naviso, qui est une des enseignes du groupe Secob et aujourd'hui donc c'est de l'expertise comptable notamment, mais pas que et aujourd'hui, il y a tout un tas d'informations, de données, qu'on devrait être capable de mieux organiser, de valoriser tant pour nous que pour nos clients. Donc l'idée de cette réflexion, en tout cas de cette observation, c'est de m'alimenter et d'échanger avec vous pour voir si ça a du sens, de pousser le sujet chez nous en tout cas. Ok, je crois qu'on a fait le tour du coup. Merci pour ces présentations. Alors moi, je m'appelle Gaëlle Mourane. Je suis expert comptable. J'ai plus des missions d'accompagnement de cabinet d'expertise comptable sur la transformation du métier actuellement que de missions qu'on qualifierait de traditionnelles sur un aspect déclaratif auprès des clients. Je termine mon mandat d'élue à l'ordre régional des Pays de la Loire et j'étais présidente de la commission numérique. Et à ce titre, j'interviens au niveau national pour l'ordre des experts comptables sur des sujets alors, qui vont nous toucher très rapidement chez les experts, c'est la facture électronique, puisque du coup, les échéances se rapprochent. Là-dessus, je suis référente nationale, animatrice de formation. Et après, il y a tous les sujets et groupes de travail sur la data et l'IA. Alors aujourd'hui, pour le sujet qui nous occupe, je vous avoue que j'ai sollicité le groupe data et les experts comptables qui en font partie. Et leur première réflexion, ça a été, mais Gaëlle, on ne peut pas valoriser la data, pas en comptabilité, et on va le voir, c'est quelque chose qui est plus intégré dans la valorisation d'une entreprise en termes de marché. Et puis sur l'IA, c'est plus des réflexions sur les cas d'usage, etc., qui se font au niveau national pour proposer des choses au niveau des confrères après dans les cabinets. Voilà, voilà. Du coup, l'introduction et le contexte, donc, vous le savez tous, vous êtes dans le domaine, donc je vous apprends rien. La data, c'est de plus en plus croissant dans les entreprises. L'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre pourquoi c'est compliqué de valoriser la data comptablement. Et puis pourquoi moi, a priori, ma présentation vous a expliqué pourquoi. C'est les sujets qui m'animent. Juste un petit rappel des règles de valorisation. Aujourd'hui, on en a plusieurs. On a l'approche patrimoniale mathématique qui est basée sur la valeur des actifs de l'entreprise.
Je vais détailler un tout petit peu derrière, mais je ne vais pas en faire non plus tout un exposé. Une approche qui est fondée plutôt sur la rentabilité, où on regarde ce que les résultats ont donné dans le passé et ce qu'ils pourraient donner dans le futur. Et du coup, derrière, on utilise une méthode où on regarde les flux de trésorerie et on les actualise. On a des méthodes qui permettent aussi de comparer avec d'autres entreprises ce qui a été fait et ce que nous, on pourrait appliquer. On a ce qu'on appelle les méthodes sectorielles, ce qui permet de regarder par grande famille d'activités ce que ça donne, et puis des barèmes qui existent dans certaines professions. Si on regarde aujourd'hui l'écart valeur comptable, valeur de marché, j'ai juste pris 2 exemples d'entreprises hyper connues, mais pour que vous ayez un ordre d'idée des chiffres. Meta, en fait, Facebook, enfin groupe Facebook, la valeur comptable, si on raisonne sur les méthodes que je viens d'évoquer, elle pourrait être évaluée à environ 125 milliards de dollars en 2022, au vu de leur comptabilité, de leur bilan, etc., et des choses qu'on peut évaluer autour. Par contre, en bourse, c'est 750 milliards de dollars. Donc, on a un super écart entre la valeur de marché, pour le coup, et la valeur comptable. Les facteurs clés qui jouent sur la capitalisation boursière, c'est le nombre d'utilisateurs, le fait qu'on récolte des données comportementales en masse, et tout ça a été évalué pour la valeur de marché. L'autre exemple qu'on peut prendre, c'est l'achat de WhatsApp qui avait été fait à 19 milliards de dollars en 2014. Sa valeur comptable à l'actif du bilan et en prenant en compte les 5 méthodes dont on a parlé tout à l'heure n'était pas du tout la même. Amazon, on est sur des écarts tout aussi importants puisqu'on a une valeur comptable en tant que telle qui serait de 140 milliards, là où la capitalisation boursière, elle est à 1,3 trillion de dollars. Donc des écarts qui sont flagrants. Si on prend une entreprise française implantée sur la région, c'est Doctolib. Base de chiffre d'affaires, on est à 300 millions. Si on regarde la dernière valorisation connue, on était à 5,8 milliards d'euros. Donc pareil, des gros écarts. On est sur des millions d'utilisateurs et un domaine de la santé. Par contre, on n'est pas avec des écarts aussi flagrants que chez les anglo-saxons. Donc une culture data et valorisation data qui n'est pas aussi forte en France, en tout cas, que ce qu'on peut connaître à l'international. Ça, c'est le constat. Du coup, dans une valorisation, on a des actifs matériels. Ça, c'est juste pour planter le décor. C'est assez facile de connaître des prix de vente de stock, d'immeubles, de machines, de matériel. On peut faire des évaluations et on sait qu'on a des plus ou moins values qu'on appelle latentes parce qu'on aurait des valeurs différentes à aujourd'hui si on fait des évaluations par un prestataire externe. Donc, sur tout ce qui est matériel, c'est relativement simple d'obtenir une valorisation et d'en tirer des conséquences au niveau comptable. Sur les actifs immatériels, et la data appartient à ça, on est sur des choses qui sont non physiques, non monétaires, qui peuvent être des valeurs pour l'entreprise et sur lesquelles on doit aller regarder s'ils ont une capacité à générer des avantages futurs, que ce soit des économies ou des résultats supplémentaires. Je vous en montre quelques exemples. La propriété intellectuelle qui, du coup, est valorisée par rapport à tout ce qui est brevet, marque, droit d'auteur, etc. Ça, on peut le protéger. On peut déposer certains éléments et les protéger. Du coup, la valeur pour l'entreprise, ça va être l'avantage qu'on a sur la concurrence et le fait de pouvoir approcher les résultats qui vont découler en fait de cette propriété intellectuelle. Pour autant, souvent, elle est inscrite à l'actif du bilan à une valeur moins forte que ce qu'elle va permettre derrière. On a tout ce qu'on appelle le goodwill, tout ce qui est la valeur de réputation d'une entreprise, la fidélité de ses clients, les relations clients-fournisseurs et la manière dont elle les entretient. Et tout ce qui contribue du coup à sa rentabilité, ça c'est pareil. Aujourd'hui, à l'actif, on évalue souvent ce qu'on appelle des fonds de commerce. Mais sur des règles liées aux résultats antérieurs ou au chiffre d'affaires, on n'est pas encore sur des valeurs évidentes et des modes de calcul avec des formules mathématiques sur tous ces éléments-là. Donc, il y a des appréciations qui sont compliquées à faire. La data peut y contribuer à ce niveau-là, mais du coup, notre sujet aujourd'hui, c'est la valeur de la data en tant que telle. On a la partie logicielle et du coup, certaines entreprises peuvent utiliser ce biais-là, le côté logiciel et R&D qu'on va voir derrière,
pour se dire j'ai de la data et du coup, je vais aller mettre à l'actif la manière dont je l'exploite, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu développer pour utiliser la data et autour de la data. Un des exemples, ça pourrait être de dire j'ai de la donnée, je l'ai structurée, je l'ai stockée et puis du coup, je l'exploite avec des tableaux de bord, du Power BI ou autre, avec des tableaux qui ont été montés, qui ont demandé du temps, qui ont demandé de l'expertise métier, qu'on demandait d'aller chercher les données dans plusieurs sources différentes et d'en tirer la quintessence. On pourrait imaginer de mettre ça à l'actif, comme on le ferait avec un logiciel. Pour autant, on ne serait pas encore à la valeur que ça peut apporter. On sera plus à la valeur du temps qu'on y a consacré qu'à la valeur que ça peut apporter. Donc la R&D, avec les coûts sur les nouveaux produits, tout ce qui est process et techno qu'on peut mettre en œuvre, assembler de manière intelligente. Et encore une fois, l'idée de générer des avantages futurs. Et puis la techno, est-ce qu'on a des droits sur des nouvelles technos qu'on aurait développées? Ça rejoint un peu la propriété intellectuelle qu'on a vue au-dessus. Et est-ce qu'on a des connaissances techniques spécifiques qu'on pourrait mettre en valeur? Donc tout ce qu'on voit là, c'est que les actifs immatériels, pardon, c'est pas simple de les valoriser. Et la data, encore moins. Aujourd'hui, si on regarde les règles pour mettre la data à l'actif du bilan dans une entreprise, il faudrait qu'on respecte plusieurs critères. Le premier, c'est que ça doit être un élément identifiable. Donc la data, on pourrait dire oui, c'est identifiable. Pour autant, est-ce qu'on peut l'évaluer individuellement? Pas sûr. Pour l'autre élément qu'on doit pouvoir regarder, c'est est-ce que je peux le vendre de manière isolée ou est-ce que ça découle d'un droit légal ou d'un contrat, etc. Pareil pour la data, pas simple d'aller sur ce sujet. Surtout qu'on a en plus des cadres légaux type RGPD qui viennent un petit peu mettre des barrières à certaines choses, donc pas évident à aujourd'hui. Et enfin, l'entité, elle doit pouvoir justifier que ça va lui permettre de bénéficier d'avantages économiques futurs, c'est-à-dire soit des flux de trésorerie générés par des économies, soit des flux de trésorerie générés par du résultat supplémentaire. Et c'est le dernier point qui est le plus difficile quand on parle d'évaluer la data, c'est que ça doit être évalué de manière fiable. Et à aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de comparaison qui pourraient aller nous dire la méthode que vous proposez pour le faire, elle est fiable parce qu'elle a été éprouvée, etc. Donc on est dans un environnement qui est compliqué. Pour autant, on a des pistes sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur le coût du remplacement de cette data. C'est-à-dire si je la perds demain, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça implique pour la remplacer ou pour remettre les choses en route et réutiliser cette data? Du coup, ça peut être les coûts de collecte, de stockage, d'entretien, de sécurisation, les coûts des infrastructures et le coût du temps humain que ça impliquerait de remonter l'accès à cette data. Ça peut être une piste plutôt pour les données qui sont coûteuses ou qui sont compliquées à collecter et à produire. Donc ça, c'est une première piste de valorisation. Pour autant, on est bien d'accord que là, on raisonne que sur des coûts qui ne prennent pas en compte la valeur de la data en elle-même sur l'utilisation qu'on en fait. On est juste sur un coût de remplacement. L'autre valeur, ça peut être la valeur du marché. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour des données similaires et est-ce que d'autres entreprises paieraient pour avoir cette data? Du coup, les seules choses qu'on peut regarder, c'est les ventes qu'il y a pu y avoir et à quelle valeur était estimée la data. Maintenant, compliqué de le faire sur un environnement comparable et de se dire, je sais pas, on prend Doctolib, ils ont 60 millions d'utilisateurs, c'est de la donnée de santé. Avant de retrouver quelqu'un qui aurait 60 millions d'utilisateurs et de la donnée de santé pour pouvoir faire le parallèle, c'est compliqué. Donc, quels critères on prend pour faire cette comparaison? Les revenus futurs, j'en ai parlé plusieurs fois, est-ce que ça génère des revenus ou des économies? Ça, c'est pareil, c'est dans le temps qu'on peut l'apprécier. Donc, ça veut dire que la valorisation de la data, il va être compliqué de la faire au démarrage de l'utilisation de cette data ou de la structuration de cette data. Ça veut dire que, par contre, ça peut être des KPI intéressants à mettre en place sur l'utilisation sur la durée de la data.
Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on sera peut-être plus en mesure d'expliquer comment on génère des revenus ou des économies avec l'utilisation de cette data. Donc, ça peut être une piste de trouver quels indicateurs mettre pour justifier ça dans le temps, pour pouvoir inscrire à l'actif plus tard. L'autre problématique par rapport à ces modèles de revenus futurs, c'est que la data, elle est réutilisable plusieurs fois et qu'en plus, elle peut être utilisée par plusieurs personnes. Donc, si vous vous rappelez sur une des slides que j'ai fait au démarrage, en fait, ce qu'ils disent ici, c'est dans les critères, c'est est-ce que ça peut être vendu isolément ou est-ce que ça découle d'un droit légal ou contractuel? Souvent, ça veut dire que c'est monocontrat, entre guillemets, qu'il n'y a qu'une seule personne qui s'en sert. Or là, du coup, la data, on est avec réutilisable plusieurs fois et par plusieurs personnes. Donc, c'est compliqué de s'appuyer sur les règles actuelles de valorisation de la data par rapport à cette problématique. On peut faire aussi une évaluation qualitative de cette data. De quelle manière elle a un impact sur les décisions de l'entreprise? Est-ce qu'elle est exclusive dans son utilisation? Est-ce qu'elle a un accès unique ou limité? Quelle est sa qualité en termes de précision, de fiabilité? Et du coup, est-ce qu'elle nous donne la possibilité de créer de nouveaux marchés, de nouvelles missions, de nouvelles opportunités? Ça, c'est pareil. Je n'ai pas de règles mathématiques à vous donner. On est sur des champs nouveaux. Donc, les KPI, il faut les trouver, il faut les éprouver. Et du coup, encore une fois, ce sera difficile de les inscrire à l'actif dès le démarrage d'une structuration de cette data. C'est plutôt dans le temps qu'on va être en mesure de justifier ça, en fait. L'autre chose qu'on peut faire, c'est comparer la performance avec et sans l'utilisation de la donnée. Encore une fois, ça rejoint l'idée de mettre des indicateurs en place sur la durée pour pouvoir imaginer ce qu'on pourra proposer à son expert comptable ou à son commissaire aux comptes dans le fait d'inscrire ça à l'actif. Et du coup, bien penser à le faire par service. Parce que si on est multi-utilisateur de la data, on a quand même des use cases métiers dans chaque service qui sont différents. Donc, il faut réussir à l'explorer l'ensemble pour regarder de quelle manière ça peut contribuer à mettre de la performance, à donner des avantages, à réaliser des résultats qui sont meilleurs ou à faire des économies. Le fait d'optimiser une circulation d'informations, je sais pas, on va prendre par exemple un circuit de facturation sur lequel on exploite la data nous permettrait d'aboutir à de la relance automatisée qui nous fait gagner des délais de règlement auprès des clients et où du coup, là, on peut le chiffrer. On sait quel impact ça a eu de réduire le délai de règlement. Maintenant, on a l'impact immédiat dans les comptes parce que la trésorerie est meilleure. Est-ce que du coup, ça justifie d'aller valoriser la data qu'on a été collectée partout et la manière dont on l'utilise pour en mettre une valeur à l'actif? C'est subjectif aujourd'hui et puis on a surtout beaucoup de monde qui commence à le faire. Donc, est-ce que finalement ça a de la valeur et est-ce que ça nous apporte un avantage concurrentiel par rapport à d'autres du même secteur? Pas évident. Donc voilà, du coup, pour ces éléments de piste de valeur, si on parle de valeur, il faut aussi qu'on parle des implications qu'il peut y avoir sur des dévalorisations. Parce que le principe en comptabilité, c'est que quand je mets quelque chose à l'actif du bilan, il faut aussi que je prévoie de quelle manière je dois le déprécier ou lui faire perdre de la valeur. Par exemple, quand vous construisez un bâtiment, on pratique ce qu'on appelle de l'amortissement sur la construction. C'est pour prendre en compte le fait que le bâtiment il peut se détériorer dans le temps et qu'on aura des éléments à remplacer. Sur la piste de la valorisation de data à l'actif, il faut aussi réfléchir à ça. Donc, je vous propose du coup plusieurs pistes qui influenceraient le fait de venir dévaloriser ce qu'on aurait mis à l'actif. Il y a l'impact des données passives. Toutes celles qu'on collecte, qu'on stocke et où on ne les utilise pas forcément, et où du coup, ça nous génère des surcoûts en termes de stockage, de sécurité, de risque, RGPD, et puis l'image aujourd'hui en termes de RSE. Comment on peut le prendre en compte pour aller dévaloriser l'actif qu'on aura peut-être réussi à valoriser avec les pistes qu'on a vues juste avant. L'impact de la sécurité. Comment je prends en compte la sécurité qu'on a mis autour de cette data pour dire
La data, je dis n'importe quoi, elle aurait valu 1000 dans une entreprise et 1000 dans une autre. Par contre, j'en ai une qui a mis en place une vraie gouvernance en termes de sécurité autour de la data, l'autre ne l'a pas mis. De quelle manière je dévalorise les 1000 que j'aurais réussi à mettre à l'actif par rapport au fait qu'il y a un risque sur la réputation, il y a un risque sur la reconstruction des données si on est attaqué, il y a un risque en termes de juridique. Donc, du coup, l'impact de la sécurité aurait, à mon avis, toute son importance là-dessus. Et puis, un autre impact, c'est celui de la maturité data au niveau de l'entreprise. Parce que si on aura beau avoir mis ça à l'actif, on aura trouvé de quelle manière ça contribue à générer des revenus ou à faire des économies, etc., ou on peut la vendre parce qu'on l'a structurée. Mais je pense que de la même manière que la sécurité et l'exemple que j'évoquais tout de suite, la maturité data présente dans l'entreprise, donc le fait que la démarche soit structurée, que des données soient centralisées quand on parle de pilotage interne, qu'il y ait une vraie culture data, des usages avancés, etc. Tout ça, ça devrait contribuer à dire l'actif que j'ai mis au niveau de mon bilan, il faut que je le dévalorise ou pas par rapport à un niveau de maturité que j'ai dans la structure. Du coup, j'ai essayé de faire rapide parce que je veux vraiment que ce soit un échange, donc je veux bien remonter sur les slides sans problème. On a aujourd'hui des difficultés à obtenir des règles de valorisation mathématiques. Si c'est ce que vous attendiez de ma part, vous n'aurez pas de surprise ce matin, je n'ai pas de règles pour le mettre à l'actif du bilan. La seule valorisation aujourd'hui, c'est de quelle manière ça va venir influencer la valeur d'une entreprise sur le marché ou comment je peux vendre les datas dont on parle à une autre structure. L'IA, pour moi, demain, va avoir un impact sur cette valo parce que du coup, le fait d'aller sur de l'analyse plus précise, de la prévision, etc., va impacter cet actif. On l'a vu au tout début de la présentation, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir mettre des actifs immatériels à l'actif de l'entreprise. Parce que pour aller sur de l'IA, on va faire de la R&D, on va avoir des coûts de développement, on sait comment le chiffrer. Donc cette partie-là, on va pouvoir la mettre à l'actif. Par contre, aller chiffrer ce que ça va nous apporter comme avantage futur, encore une fois, économie ou résultat, plus compliqué et peut-être à évaluer dans le temps en mettant en place certains indicateurs. Il y a une autre piste qui existe aujourd'hui, je vous ai mis la référence de l'article en lien sur la présentation, c'est l'idée de dire je prends en compte le rendement de mes actifs de données par rapport à ce que ça m'a coûté de les produire et du coup cet indicateur permettrait d'aller dire quelle valeur on va pouvoir aller calculer pour mettre à l'actif. Donc c'est une réflexion. Aujourd'hui, elle n'engage que la personne qui l'a mise dans l'article. Il n'y a pas de règles officielles. Et puis, les autres pistes sur lesquelles il y aurait à travailler, pareil, je vous ai mis un article sur lequel ils en parlent. Ce serait la valorisation de la connaissance client. Parce que dans beaucoup de cas, la data, elle sert à ça. Et là, il y a un exemple qui est assez flagrant, c'est la valorisation du groupe Accor, donc qui détient un patrimoine immobilier hôtelier, où là, on a de l'actif matériel qui est lourd, qui a de la plus-value latente, etc., par rapport à la valorisation d'Airbnb, qui aujourd'hui n'a que une plateforme sur laquelle il met en lien des clients et des propriétaires, mais il ne détient pas de patrimoine. Airbnb est valorisé beaucoup plus cher que le groupe Accor. Donc la valorisation de la connaissance client, il y a une piste là-dessus. Et puis l'autre, ça pourrait être l'optimisation, enfin valoriser l'optimisation de l'utilisation des actifs, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire, enfin combien ça me coûte de générer 1 euro de revenu en termes d'actifs à utiliser. Et là, dans l'article, il prend un exemple qui est assez flagrant. Il dit comparer LinkedIn, qui a quand même une quantité de data folle et qui génère des revenus avec. Mais pourtant, ça ne lui coûte pas tant que ça. Vous verrez dans l'article, vous avez les indications des chiffres. Et BNP Paribas, qui du coup a aussi une sacrée quantité de data, mais qui aujourd'hui a un coût très lourd pour générer cet actif de data et pouvoir générer 1 euro de revenu. Donc, c'est 2 autres pistes sur lesquelles on pourrait aller pour dire comment valoriser la data en tant que telle.
Voilà, j'espère que j'ai été assez concise sur les pistes de valeur et par contre, j'attends avec plaisir vos réactions, vos pistes de réflexion et je me fais fort de les remonter sur nos groupes de travail d'experts comptables au national pour venir les titiller un peu sur les premières réponses qu'ils m'ont faites. Merci beaucoup, Gaël. C'était super intéressant. Super clair. Super Ouais, clair. ça ne vous apporte pas beaucoup de réponses, mais ça a le mérite d'être clair sur le fait qu'il n'y en a pas. La question que je me pose, c'est du coup, ce que tu dis, il y a des règles aujourd'hui pour valoriser des actifs immatériels. Et tu dis c'est plutôt à l'initiative de l'entreprise de définir les KPI qui permettraient de les valoriser. C'est vraiment une initiative de l'entreprise qui souhaite se lancer dans cette démarche. Et après, il faut voir si les règles sont applicables ou non, ou c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, en fait, tu auras toujours quelqu'un qui va venir exprimer un avis sur la valeur que tu vas mettre à l'actif du bilan, que ce soit ton expert comptable ou ton commissaire aux comptes. Donc, quelque part, c'est eux. Ça coupe un peu, Gaël. Pour leur dire, bah, voilà comment moi j'ai estimé la valeur de la data en question et de tout ce qu'on a mis autour. Il y a des choses que tu peux valoriser facilement, encore une fois, on les a évoquées, tout ce qui est coût matériel, tout ce qui est temps homme passé à la structurer ou à la sécuriser ou à la protéger, tout ce qui est achat de licence, tout ça, ça se justifie facilement. Par contre, si on commence à aller sur le fait de majorer cette valeur en disant, bah, du coup, tout ce que j'ai construit qui a eu un coût, moi, j'estime que ça va me rapporter tant dans le futur. Bah, c'est là-dessus qu'ils vont aller challenger en disant comment tu l'as mesuré et comment tu l'estimes. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Tu as développé une IA, tu es expert comptable, tu as développé une IA en interne qui permet à tes collaborateurs de gagner du temps sur la réponse qu'ils font aux mails des clients, sur leurs connaissances techniques sur certains sujets, etc. À aujourd'hui, le coût que ça t'a demandé en développement, tu es capable de le mesurer. Par contre, de quelle manière tu vas générer des économies futures pour produire tes revenus sur tes clients, bah ça, je ne suis pas capable aujourd'hui de l'évaluer pour venir majorer la valeur du coût de développement, en fait. Okay. Donc, à mon avis, il y a pas. Aujourd'hui, on n'a pas de calcul mathématique ou savant ou de règles qui nous diraient comment. Moi, j'imagine plutôt de dire, bah, en termes de temps, est-ce que j'ai moyen de mesurer combien de temps y passaient mes équipes avant et combien de temps elles vont y passer demain pour dire, bah, il y a une économie qui est générée. Maintenant, ça va se traduire indirectement dans les comptes. Parce que si elles gagnent du temps pour faire ça avec ce que tu as développé en IA, ce temps-là, elles vont consacrer à autre chose. Elles vont peut-être être en mesure de facturer d'autres missions derrière. Et c'est la réponse que m'ont fait mes confrères en me disant, en fait, Gaël, la valeur de la data, comment dire, elle est induite par les économies qu'elle génère ou par les revenus supplémentaires qu'elle génère. Du coup, tu ne peux pas aller la rajouter en amont à l'actif du bilan. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de réfléchir et de voir ce qu'on pourrait faire. Du coup, ça reviendrait à dire que quand tu l'utilises en interne et qu'elle te permet de faire des économies ou de rentabiliser certaines actions ou d'automatiser certaines actions et que tu gagnes du temps et que tu peux utiliser ce temps à autre chose, bah, en fait, tu ne peux pas valoriser en tant que tel la data, mais par contre, ça va te permettre d'augmenter la valeur de ton entreprise parce que ton résultat va être meilleur, parce que tu auras fait des économies ou tu auras généré des missions nouvelles. C'était plutôt ça la nature des échanges quand on a commencé à en parler, en fait. Mais si on je crois qu'il y a deux personnes, alors après, elles sont peut-être... T'entends plus, Gaël. Qui venaient de cabinets, qu'ils ont des choses... Lever la main. Il y a la main de Dominique qui est levée, il y a la main de David. Ouais, je trouve c'est la réflexion sur le fait que en fait l'usage de la data améliore la rentabilité de l'entreprise. Donc effectivement, on l'a déjà valorisé quelque part à travers cet axe de la rentabilité.
Par contre, la revente d'un actif, c'est bien quelque chose qui est considéré comme une valeur, que si on vend l'entreprise, par exemple, on peut la rajouter dans cette valeur de revente. Donc là, c'est quand même un peu différent, non? Ben, du coup, je suis d'accord avec toi. C'est bien l'exemple des valeurs de marché que j'ai mis par rapport à, par exemple, Facebook, Amazon. L'exemple que je prends dans le quotidien des experts comptables, c'est de dire on peut imaginer une boulangerie, par exemple, qui structurerait la connaissance de ses clients pour améliorer son approvisionnement, pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment et plutôt produire ces choses-là qu'une autre. En fait, le fichier client en tant que tel, parce que c'est l'exemple que j'ai pris avec mes confrères, on me dit, mais Gaël, il n'a pas de valeur en tant que tel. Par contre, ta boulangerie, elle vaudra plus cher parce qu'il va dégager une rentabilité qui est meilleure. Ouais, mais justement, J'ai l'impression. entre deux boulangeries qui ont la même rentabilité, mais une a un super fichier client et l'autre n'en a pas, on ne fait pas de différence alors. Bah, aujourd'hui, on n'a pas de règles comptables, mathématiques, officielles qui le fait. Du coup, tu ne peux pas l'inscrire à l'actif du bilan de la boulangerie. Pour autant, demain, quand elle sera vendue, ça peut faire partie des arguments de négociation. Maintenant, c'est quelque chose qui va être fait soit par comparaison avec des boulangeries qui auraient eu des fichiers clients identiques et où on sait combien ça a été majoré, soit parce que c'est des arguments qui vont être développés en disant oui, mais comme nous, vous allez pouvoir savoir très vite comment multiplier le chiffre d'affaires, etc., parce qu'on sait sur quel levier appuyer, alors que dans une autre, il faudra rester à l'identique et vous ne saurez pas sur quel levier appuyer. Mais on n'a pas de règles définies et officielles, quoi. Oui, c'est bien le problème, quoi. David. Alors déjà, je confirme le super sujet, hein, c'est super. Hein. Moi, ça fait longtemps que j'avais pas suivi un webinaire, une conf où c'était aussi intéressant. Donc bravo à tous, à toi Gaël, mais je pense à tous ceux qui ont bossé dessus. C'est super et je pense que pour la communauté, la data IA d'ADN West, on tient un truc. Il faut continuer à creuser. Et c'est ce qui m'amène, moi, la première envie que j'ai, là, c'est de reprendre tous les éléments et regarder par rapport à mon quotidien. Moi, j'utilise beaucoup le DMBOK, donc Data Management Book of Knowledge, qui est un framework, en fait, que je suis pour le data management. Et j'ai envie, en fait, de reprendre tous les éléments que tu as cités et puis de voir dans les différents domaines ce que ça amène comme question, comme peut-être travaux de recensement à faire, tout ça, voilà. Merci. À la fin du support, vous verrez, je vous ai mis des annexes que j'avais préparées au début, mais où je me doutais que ce serait trop long si je les passais toutes. Par famille, j'ai essayé de faire des familles de data sur lesquelles j'ai mis des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait aller essayer de valoriser ou d'estimer, etc. Donc, vous les aurez à la fin des slides, en fait. Super, merci. Ouais, de mon côté aussi, merci Gaël, c'est vrai que c'était très intéressant. Bon, tu as cité l'exemple de Facebook Meta. Est-ce que dans les exemples récents, est-ce que dans ta connaissance, tu auras un exemple un peu plus récent, quelque chose d'un peu plus proche de nous? Donc, tu as cité les Je l'ai pris parce que là, les écarts de valeur, ils étaient hyper flagrants. Ouais. Après, je t'avoue que j'ai pas été chercher des exemples plus locaux et plus récents. Doctolib, c'était quand même quelque chose qui était plus proche de nous, mais c'était pour montrer surtout l'écart entre l'impact que ça a dans le monde anglo-saxon par rapport au monde français, où on sent bien qu'on est un peu en retard sur tout ce qui est sujet lié à la data, et où du coup, on ne fait pas d'écart flagrant de valeur par rapport au fait d'avoir cette data, de l'avoir de manière structurée et de pouvoir en faire quelque chose. Maintenant, Amazon et Facebook, ils sont capables d'aller la vendre, cette data. Doctolib, données de santé, il n'ira pas les vendre en fait. Donc l'impact de se dire est-ce qu'elle est vendable cette donnée,
c'est déjà une source de réflexion sur la valo en fait, qu'on peut y mettre. Un exemple que je prends Ouais, dans c'est ces lié cas-là, au cadre. excuse-moi. C'est lié au cadre réglementaire particulier de la santé, pour le coup. Bah, chez nous, c'est ça qui vient mettre des bâtons dans les roues, hein, le RGPD et le fait que certaines données, on ne peut pas les transmettre comme ça, c'est effectivement une des choses qui vient mettre des freins. Rapidement, mon exemple. L'exemple que je reprends, c'est Microsoft qui achète LinkedIn, donc ça fait déjà 10 ans, mais ils ont acheté la base data qui ont permis de créer de nouveaux services, comme ce navigateur ou autre. Donc, Ouais, mais du voilà. coup, ça a été une négo entre Sur eux, la base. peut-être sur un volume de data, peut-être sur une data hyper qualifiée, mais en tout cas, ils n'avaient pas de règles sous la main pour aller dire je vais prendre un petit peu de data, je vais l'additionner je sais pas, au langage dans lequel vous stockez des informations. Je suis pas très technicienne, donc j'ai moins d'imagination, mais ils n'ont pas de règles précises sur lesquelles s'appuyer. C'est que une négociation entre un acheteur et un vendeur, quoi. Pascal, tu lèves la main? Oui, je voulais dire que Doctolib, ils ne peuvent pas la vendre, en effet, la donnée de santé, la donnée de santé, elle est sensible, mais ils peuvent la valoriser différemment auprès d'autres partenaires, auprès peut-être d'assureurs ou de l'univers de la gestion de tout ce qui est décès, obsèques, etc. Enfin, voilà, il y a Oui, peut-être en termes de d'autres données pistes. statistiques anonymisées, tu veux dire. Oui, par exemple. Ouais, ouais. Après, le problème, c'est que s'ils jouent la transparence et que ça se sait, ça peut ne pas donner envie aux praticiens de venir utiliser la plateforme. C'est clair. Après, il faut bien le présenter. Ah ouais, mais parce que c'est une réflexion qui est en cours à l'ordre des experts comptables. En fait, on a lancé un outil pour exploiter la data qui s'appelle Jeu DataVis. L'objectif de cet outil, c'était de dire mettez vos data dans un pot commun, un data lake commun, pour qu'on puisse en tirer des choses intéressantes pour toute la profession, etc. Et alors, d'une part, ça allait pas assez vite, parce que comme toute institution, quand c'est institutionnel, ça va pas très vite. Mais les experts comptables, ils étaient réfractaires à aller mettre les données dedans. En fait, ce qu'il fallait, c'était ce qu'on appelle le fichier des écritures comptables. Il y en a peu qui ont été le déposer de manière volontaire, même sans vouloir utiliser le module de data visualisation. Et du coup, là, avant, c'était payant. Là, ils ont changé leur fusil d'épaule au congrès. Ils ont présenté une solution qu'ils ont appelée la source. Ça fait un peu la firme, mais c'est la source. Et sur lequel, en fait, ils ont développé 3 cas d'usage gratuits pour que du coup les confrères ils aient envie de venir déposer la data, etc. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, merci beaucoup pour ton exposé qui était très clair. Excuse-moi, Olivier. De rien. Olivier. Merci Gaël pour l'exposé. Moi j'avais une question. Est-ce qu'on peut dire que pour des raisons réglementaires aujourd'hui, avec l'exposé que tu nous as fait, les entreprises européennes n'ont pas de valeur de marché qui sont en adéquation avec les valeurs mondiales? Je dirais pas ça, parce que la valeur de marché, elle est, encore une fois, c'est la loi de marché, c'est entre le vendeur et l'acheteur. Je dirais plutôt que la maturité pas encore atteinte par le marché français ou européen fait que les valeurs de marché, elles sont moins, elles ont moins d'écart avec des valeurs comptables que les exemples qu'on a pris sur de l'anglo-saxon, en fait. Maintenant, je pense aussi qu'à terme, ça va être super compliqué d'aller mettre des valorisations, parce qu'aujourd'hui, mais c'est ma réflexion personnelle, hein, mais mettre une valeur sur cette data, quelle que soit la manière dont on la calcule, on peut le faire aujourd'hui parce qu'il y a des entreprises qui sont en avance de phase, ou qui en tout cas prennent le train en marche et y vont, par rapport à des concurrents qui n'y vont pas. Du coup, ça génère une vraie valeur différenciante. Sauf que dans 5 ans, 10 ans, on aura quand même beaucoup d'entreprises qui auront pris le train de la data. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de cet actif qu'on a mis au bilan le jour où tous nos concurrents ils utilisent la data de la même manière? Faudra aller enlever l'actif, en fait. Donc, c'est compliqué d'aller l'inscrire comme ça dans le marbre, dans un bilan,
C'est pour ça qu'à mon avis, ça va plus rester une valeur qu'on rajoute à la valeur d'une entreprise pour aller bonifier la valeur qu'on a calculée avec un actif de bilan en disant bah, aujourd'hui, elle utilise plus la data, ça lui procure des avantages et je lui mets un coefficient bonus data de, je sais pas, 1,2 par rapport au prix qu'on aurait calculé, que d'aller dire je vais valoriser cet actif et je vais le mettre à l'actif du bilan. Parce que demain, si toutes les entreprises, elles arrivent au même niveau de maturité data, d'utilisation de la data, bah, il y en aura qui auront un actif au bilan et d'autres pas. Donc, il faudra sûrement dévaloriser l'actif qu'on aura mis au bilan à l'époque, quoi. Donc, ça veut dire que toutes les entreprises et les entrepreneurs doivent se prendre en main pour valoriser leurs données sur une valeur de marché, en fait. Bah, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est plus pour en récupérer un avantage concurrentiel et de rentabilité qu'il faut le faire que pour se dire, je vais le mettre à l'actif du bilan, quoi. Enfin, Ok. c'est C'est plus plus par dans rapport à sa position sur le marché et au fait, enfin, je vais prendre l'exemple des experts comptables, qui est un métier que je connais un petit peu maintenant. Aujourd'hui, un cabinet qui serait dans une démarche de je structure la data, je vais l'exploiter, etc., il ne le fait pas juste pour le plaisir, il le fait parce qu'il va pouvoir proposer une nouvelle mission et soit remplacer du chiffre d'affaires qui va perdre demain. L'impact de la facture électronique, il semble quand même assez conséquent. Donc, soit faut qu'il remplace ce chiffre d'affaires-là, soit de toute façon, faut qu'il développe de nouvelles missions. Ou qu'il développe en allant chercher des prospects. Mais la data, elle va lui servir à ça, en fait. Donc, celui qui fait ça aujourd'hui, il pourrait dire je vais valoriser, etc. En attendant, il va être rattrapé par les autres. Ils ont tellement la tête sur laquelle on tape en leur disant la data, la data, la data. Ils vont être obligés d'y aller. Du coup, aller mettre une valeur supplémentaire à la data, je suis pas sûre. Effectivement, on va mettre les infrastructures à l'actif, on va mettre toutes les démarches qui sont mises en œuvre pour valoriser des choses ou développer des choses. On va avoir des moyens mathématiques et des règles comptables pour le mettre à l'actif. Maintenant, aller y mettre une surcouche de valeur, entre guillemets, parce que eux y vont et qu'aujourd'hui, ils vont en profiter pour développer de nouvelles missions, je suis pas sûre. Ils vont être rattrapés par d'autres confrères qui vont se mettre à le faire aussi. Ou alors les autres confrères qui ne le feront pas disparaîtront sûrement, mais je ne peux pas aller le mettre à l'actif du bilan. Ça viendra par contre valoriser le cabinet s'il envisage une cession dans l'immédiat par rapport à un autre cabinet qui n'aurait pas structuré cette démarche. Maintenant, le marché n'est pas mature. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça fasse une grosse différence sur le marché de la vente des cabinets. De se dire, celui-là, il a déjà mis les bons outils, les bons réflexes, la bonne organisation, il a changé les compétences de ses collaborateurs. Je ne suis pas sûre que les acheteurs aujourd'hui soient suffisamment sensibilisés pour aller y mettre une valeur supplémentaire au moment des rachats. En tout cas, Gaël, je voulais te remercier pour les réponses très claires sur le sujet et bravo. Merci. Si je peux apporter un élément, moi j'étais dans une société qui était gérée par un fonds et clairement le fait d'être géré par un fonds, ça influe sur la stratégie data justement parce que pour des effets de valorisation avant session, le fait d'avoir développé de l'IA et de la connaissance client valorisait et apportait une valorisation supplémentaire à la société et permettait de justifier ses investissements en fait, avec un levier fort pour la revente. Mais effectivement, c'était pas inscrit au niveau comptable, c'était que de la valorisation et c'est lié à l'actionnariat en fait. Typiquement, c'est l'actionnariat et la perspective de vente et de cession qui fait que les investissements étaient déclenchés. Ah ouais, mais c'est valeur marché, quoi. Mais valeur marché. Après, la problématique, c'est valeur marché cotée ou valeur marché non cotée. Et là, quand on est de cession de gré à gré, ou en tout cas d'entreprises qui ne sont pas cotées, c'est plus complexe à mesurer. Il y a Et après, ouais, je vais reprendre la parole sur deux clients en fait où j'estime que la valeur, en fait, la valeur, il faut aller la chercher, la créer. En fait, je pense que mesurer des trucs qu'on a déjà, je sais pas si on, voilà, je sais pas si on trouvera beaucoup de choses. Il faut aller le chercher. Et j'ai deux exemples moi que j'aime bien citer de deux clients.
un qui a financé, c'était un ERP spécifique pour un certain métier et qui a pu financer sa réécriture. Après 11 ans de bons et loyaux services, c'est la réécriture du code par la vente de données massifiées, analysées à des fournisseurs de ses clients. Parce que les fournisseurs de ses clients, ils n'avaient pas forcément d'informations sur la manière dont étaient utilisés leurs produits. Or, dans le RP, on avait ces choses-là. Et là, c'est des millions d'euros, hein, je vous parle. Ouais, mais du coup, tu l'as dit toi-même, ça a été valorisé parce que tu étais capable d'aller vendre la data. Du coup, le prix de vente sur le contrat, c'était une manière de la valoriser, en fait. Exactement, ouais. Et ça, tu ne l'as pas tout le temps, justement, dans la data que tu utilises. Aujourd'hui, on en a quand même beaucoup qu'on utilise en interne, soit pour piloter de la gestion et être plus rentable parce qu'on a automatisé des choses, soit parce qu'on va gagner du temps et qu'on va pouvoir proposer de nouvelles missions, d'autres sources de revenus, en fait. Et dans les deux cas, on va augmenter la rentabilité de la boîte, mais tu n'as pas cette notion de contrat dans lequel tu as vendu la data et que tu lui as donné une valeur, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vraiment chercher l'innovation chez nos clients à partir de cette donnée. Ouais, après, peut-être que ça veut dire que ce qu'il faut, c'est aller chercher ce que tu as trouvé dans le RP en question, c'est-à-dire quelle valeur je suis en mesure de proposer aux personnes qui gravitent autour de ma structuration de data en leur disant, je suis capable de vous proposer ces données-là, ça va vous aider, vous, à faire ou des meilleurs produits ou avoir un meilleur circuit de distribution, etc. Et du coup, ça a une valeur. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand je voyais tout à l'heure qu'on pouvait aussi valoriser la partie acculturation, en fait, dans les deux exemples que j'avais, c'était le fait que la culture était partagée, que la connaissance de la donnée était partagée, qu'on a pu innover, en fait. Ouais, alors moi, je le voyais plus à l'inverse comme une source de dévalorisation quand tu n'as pas cette culture. Mais pourquoi pas imaginer une façon de le mettre en avant quand tu as cette culture. Par contre, toutes les choses dont on en parle parce que vous êtes ADN-OS, que vous êtes en avance de phase sur la réflexion. J'ai envie de dire, faut se dire que dans 5-10 ans, il y aura plus d'entreprises qui seront sur le sujet. Du coup, est-ce que ça amoindrira, enfin, le mot est compliqué, est-ce que ça baissera pas la valeur qu'on aura peut-être mis 5 ans à chiffrer ou à construire? Enfin voilà, faut toujours raisonner bénéfice-coût en fait sur des choses à mettre en œuvre. Du coup, je m'interroge sur le fait que ça peut prendre du temps de chercher des méthodes et que du coup, le jour où on aura trouvé la bonne méthode ou le truc qui est justifié, peut-être que tout le monde y sera et que du coup, il n'y aura plus d'intérêt à le faire, quoi. Je vais être obligée de vous laisser, il est 9h30, j'enchaîne avec Merci une autre beaucoup réunion. Gaëlle en tout cas, et puis n'hésitez pas, je vous partagerai un petit message et puis avec le replay si vous voulez le partager ou le regarder de nouveau. Et puis on continue les cafés des DMO, on va essayer d'en faire un par trimestre, donc voilà la suite là plutôt sur le début d'année prochaine. Merci à vous toutes et tous et puis je vous souhaite une excellente journée.